Mesdames, Messieurs, nous attendons l'arrivée du député François-Michel Lambert, qui est là, mais qui a dû prendre deux. Ah, qui est là? Ah bah alors? Alors? Vous savez si elle était commissaire? Il n'y avait pas de doublet pour un double, du coup, je vous ai fait le centre. D'emblée. Non, mais la caféine, je comprends. Pardon? C'est pour ça que je vais te passer le micro. Pour tout le monde est le même niveau d'info, il y a Marine Le Pen qui est quelques points plus loin. Oui, oui, non, non, mais pour. Et Xavier Bertrand vient. Xavier Bertrand arrive dans une dizaine de minutes. Xavier Bertrand lui proposa, si ça vous convient, de passer éventuellement ici. Ça vous va aussi? Et pardon, du coup, je me suis pas présenté. Bonjour, Marine Berruet. Pardon? Mesdames, Messieurs, bonjour. On est en avance. Non, on n'est pas en avance. Ouais, je sais bien, c'est pareil pour tout le monde. Donc, rebonjour, mesdames, messieurs. Frédéric Danhé, mon nom est imprononçable, donc je préfère le dire moi-même, parce que ça fait 48 ans que tout le monde se trompe. Je suis auteur, je suis chroniqueur à France Inter dans l'émission CO2 Mon Amour, qui s'occupe de l'environnement le samedi, également le samedi soir sur Ushuaïa TV, une petite chaîne que personne ne regarde, moi non plus, vu que je n'y suis pas abonné, mais j'y suis quand même. Et en tant que journaliste, ça fait 22 ans que j'y suis, il y a des sujets qui fâchent. Il y a par exemple en ce moment, c'est les éoliennes, ça fâche, je ne sais pas pourquoi, le compteur Linky, le véganisme. Lundi par exemple, j'ai publié une publi dans l'IB qui a déclenché une foudre de contestation, d'insultes par mail, etc. Alors, par contre, le sujet de la logistique ne fâche personne parce qu'il n'intéresse à peu près personne, ni en presse. Il m'arrive d'en parler à l'antenne, mais globalement, assez étonnamment, alors que notre pays est alimenté, est au bout de l'Europe, il est alimenté à 80-90% par bateau, par tout ce qui arrive au port, et qu'ensuite du port à la ville, il faut bien ce qu'on appelle un système logistique, alors que notre pays, comme les autres, s'est adonné au e-commerce avec chacun de nous qui veut être livré dans les 6 heures, les 12 heures, les 24 heures, alors que chacun de nous râle parce que le postier n'a pas livré le courrier à l'heure. En fait, on oublie complètement ce qu'il y a entre eux, la commande et la livraison, c'est-à-dire la logistique. C'est une espèce d'impensé national, comme le maritime. D'ailleurs, on n'est pas franchement un pays de marins. La chaîne logistique est complètement invisible. Et on est là pour en parler, pour la rendre visible. Et la meilleure façon de la rendre visible, c'est de montrer à quel point elle structure les territoires, à quel point les territoires peuvent la structurer. Essayer de s'interroger sur comment on pourrait changer les choses, comment on pourrait faire en sorte que les élus, les citoyens ne froncent pas les sourcils dès lors qu'ils entendent le mot logistique qui ne parle pas à grand monde, alors même que d'un point de vue simplement culturel, la logistique est une affaire passionnante d'optimisation, de modélisation. C'est très mathématique, et puis c'est très aménagement du territoire. Encore une fois, voilà, on a notre système sanguin et il y a un autre système qui alimente le pays, qui est le système de la logistique. L'agence Rumeur Publique a demandé aux régions ce qu'elles faisaient à leur échelle en matière de logistique
Lisez-le, c'est passionnant, en tout cas pour les régions qui ont répondu, Grand Est, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Hauts-de-France, Normandie, Pays de la Loire. Je voudrais juste passer la parole 2 secondes à Marie Merouet qui s'est occupée de ce petit livret. Si tu veux prendre la parole, Marie, pour expliquer la démarche, et après on démarre le débat. Bonjour à tous. Donc, en effet, on a sollicité les régions françaises pour leur demander de nous raconter comment, à leur échelle, elles soutenaient la logistique. L'objectif de ce petit livret que vous avez entre les mains, c'est de démontrer que lorsqu'un territoire soutient la logistique, en fait, c'est tout le tissu économique qu'il soutient. Pourquoi ? Puisque la logistique, c'est souvent la grande oubliée. C'est quelque chose auquel on ne pense pas, sauf quand la chaîne logistique faillit et que la livraison attendue n'arrive pas à l'heure, voire n'arrive pas du tout. Et là, on prend conscience, mais seulement à ce moment-là, de l'importance de la chaîne logistique. Pourtant, les coûts logistiques en France, c'est 12% en moyenne du chiffre d'affaires d'une entreprise. Donc imaginez le levier de compétitivité que représente ne serait-ce qu'une baisse de 20% de ces coûts logistiques pour une entreprise. Et l'objectif de ce petit livret, c'est que les régions qui ont accepté d'y participer, ainsi que d'autres qui étaient très enthousiastes mais qui n'ont pas eu le temps de présenter quelque chose, je pense par exemple à la région Bretagne, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'objectif c'est de montrer que ces territoires ont conscience de l'importance du rôle du secteur transport et logistique pour soutenir tout le tissu économique de leur région. Voilà, je vous remercie. Pour quelqu'un qui ne voulait pas parler en public, vous en sortez pas si mal, Marie. Alors vous y trouverez du ferroviaire, du fret ferré dans le Grand Est et en Nouvelle-Aquitaine. Vous y trouverez le canal Seine-Nord dans les Hauts-de-France, un label 6PL de performance logistique en Normandie et un logiciel d'accompagnement, de modélisation, d'optimisation du transport des gros colis en Pays de la Loire, en gros entre Nantes et Saint-Nazaire. La logistique, on en a parlé hier lors du Maritime Day que j'ai eu le bonheur d'animer et on voit bien que ne pas le prendre en compte fait que les ports sont saturés, bouchés et que c'est pas le tout d'avoir vidé un bateau de ses 22 000 conteneurs si on ne sait pas où les mettre après. Ça coûte cher à tout le monde. Pour en parler, François-Michel Lambert, député, qui est là en plein milieu. Je vous laisserai vous présenter, député de la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône. Stéphane Baudet, vice-président du Conseil régional Île-de-France et maire de la ville de Courcouronnes dans le nord de l'Essonne. Et puis François Deutscher, vous êtes notre chargeur, directeur logistique de La Poste. La logistique, le grand oublié, François-Michel Lambert. Tout d'abord, merci de cette matinée, de l'invitation et aussi du document. J'ai eu la chance de le lire en primeur. Je vous invite vraiment chacun et chacune à le récupérer. Donc permettez-moi aussi de me présenter plus longuement pourquoi je suis à cette table ronde. Je suis député depuis 2012. Avant d'être député, j'ai travaillé au centre de recherche en transport et logistique de l'université d'Aix-Marseille, le CRETLOG. Tout à la fois un peu de recherche, mais surtout la mise en œuvre pratique en termes de développement économique et territorial en lien avec les flux de marchandises en France et à l'étranger. Et depuis 2012, avec des collègues qui ne le sont plus aujourd'hui, je pense notamment Gilles Savary, nous pesons fortement pour que la question de la logistique soit prise en compte dans une stratégie nationale. Et à ce titre, par la loi des transports de 2013, nous avions fait passer un tout petit amendement, c'est important quand même, vous allez voir Frédéric, un tout petit amendement, d'ailleurs c'était Gilles qui avait eu l'idée, qui a obligé le gouvernement à s'intéresser de l'époque à la logistique, qui a amené à cette conférence et cette commission nationale logistique dont j'ai la présidence depuis 2015, nommée par le ministre des Transports de l'époque, Alain Vidalis, et le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron. Nous avons réuni pendant plus d'un an plus d'une centaine de personnes, d'acteurs, avec des conférences pour aboutir à une stratégie nationale logistique présentée il y a juste 2 ans. Je crois que c'était le 23 mars exactement 2016, en Conseil des ministres, par Ségolène Royal et Emmanuel Macron, pour que la France enfin intègre la question de la logistique. Comme vous l'avez dit, c'est vital, c'est comme le réseau sanguin, c'est inhérent à un fonctionnement humain et même à un fonctionnement naturel, que les flux puissent répondre aux besoins, aux attentes de la façon la plus
efficiente par rapport à des paramètres qui, eux, sont politiques. Donc il y a une nécessité, aux Français et au-delà aux politiques d'intégrer, de comprendre, de s'acculturer, et deux, de mettre en œuvre, et surtout dans cette révolution numérique, et je n'irai pas plus loin puisqu'on va en débattre, dans cette révolution numérique, dans cette révolution des data, de mettre en œuvre des stratégies d'accompagnement, voire d'accélération, en utilisant tous les leviers disponibles pour que tout à la fois notre pays, mais surtout notre économie, bénéficie d'un levier de performance qu'est la logistique. Je rappelle que des études estiment que la France, qui est 16e mondiale dans un classement de la Banque mondiale, perd 20 à 60 milliards d'euros de performance logistique, de la PME jusqu'aux hôpitaux. Nous avons une sous-efficience de la logistique qui se traduit par une perte économique estimée entre 20 et 60 milliards d'euros. Alors pour corriger ça, pour rattraper ça, qu'est-ce que vous aviez proposé il y a 2 ans et on en est où aujourd'hui? Manifestement, vous n'êtes pas content. On va le dire tout de go. Dernière vraie action dans le cadre de cette dynamique, c'était en mars 2017 avec le précédent gouvernement. Je suis de la majorité actuelle, pour enlever toute ambiguïté. Et depuis, le sujet n'arrive pas à venir, pas au premier plan, mais à ne serait-ce qu'être dans un calendrier, dans un agenda des politiques publiques menées par le gouvernement ou l'Assemblée nationale. Et nous avions, c'était 9 pages, une stratégie, c'était pas quelque chose d'opérationnel, mais qui rappelait des évidences. L'enjeu de la formation, l'enjeu des documents d'aménagement du territoire et de la mobilisation des régions. Et on reviendra notamment, nous avons la région Île-de-France ici qui expliquera comment il se réapproprie la question de la logistique pour en faire un levier de performance. Mais il y avait aussi la question de l'acculturation. Donc si au niveau national, personne ne parle de la logistique, eh bien comment voulez-vous que derrière la société se mette en mouvement? Il y a un enjeu majeur, je finirai peut-être par celui-là, qui est la capacité à faire monter en compétences nos entreprises, des PME, des TPE. Et je ne prendrai qu'un seul exemple, Lactalis, qui est un peu plus qu'une PME. Si vous y regardez de très près, ils ont une sous-performance logistique, notamment dans le cadre de la traçabilité, vu la catastrophe que ça a été pour savoir où les choses sont. À l'heure de la blockchain, il y a 2 ans, des entreprises ont montré comment la blockchain allait être mise en œuvre pour leur traçabilité. À l'heure de la blockchain, Lactalis, qui n'est pas n'importe quelle société, est à des années-lumière de cette révolution. Donc voilà ce que nous mettions en exergue et qui... malheureusement, je le dis, est totalement à l'arrêt et donc n'est pas bénéfique à la France. L'année prochaine, nous aurons le classement mondial. Mon seul espoir, c'est que nous restions 16e. C'est même plus de remonter dans le top 5 comme il était prévu en stratégie il y a 2 ans. Mon seul espoir, c'est que nous ne continuions pas à reculer dans le classement mondial de la performance logistique des pays. François Deutscher, la logistique est un impensé et pourtant la Poste en soi, c'est de la logistique. Vous êtes directeur logistique de la Poste, autrement dit le directeur de la Poste. Voilà, la Poste, c'est de la logistique. La Poste est partout. La Poste irrigue les territoires. La Poste contribue à l'aménagement du territoire comme la SNCF. Vous partagez ce constat. Les élus qui sont face à vous, les interlocuteurs que vous avez ne comprennent pas votre métier, ne comprennent pas la logistique? Oui, tout à fait. Je le partage d'autant plus que nous sommes à l'aube de la transformation donc, de nos réseaux logistiques et notamment la mondialisation influe fortement sur nos territoires. Et je pense que c'est important justement d'expliquer de manière concrète ce qui est en train de se passer. La mondialisation, dans un premier temps, elle a d'abord concerné des flux de type B2B entre les entreprises. Ce qui change fondamentalement aujourd'hui, c'est que la mondialisation, elle est portée par tout un chacun. Et ça, c'est la digitalisation qui le permet. Donc chacun devient un acteur de cette mondialisation. Je vais donner des exemples très concrets qui vont vous permettre de comprendre ce qui va se passer, en train de se passer. Si on regarde les colis domestiques, la croissance du marché est de l'ordre de 5 à 8%. Si on regarde en parallèle
les flux transfrontaliers, donc les flux import-export, la croissance, elle est de plus de 25% par an. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que le driver majeur de la croissance, c'est ces flux transfrontaliers. Pour nous, la Poste, qu'est-ce que ça veut dire en termes de volume? En 2013, les flux import-colis, les flux domestiques, pardon, étaient de 20 fois plus importants que les flux import domestiques. En 2020, ça sera que le double. En 2013, on distribuait à peu près 12-14 millions de colis import. 2017, 160 millions. 2025, 250 millions. Et ça, c'est drivé par les particuliers. Donc, dans chaque village, dans chaque ville, les consommateurs transforment leurs habitudes de consommation, deviennent des acteurs et commandent, font leur marché mondial. Pourquoi c'est rendu possible? Parce qu'il y a un modèle économique qui est un peu particulier et ça concerne ces petits paquets import. Je donne un exemple très concret, mais tiré à l'extrême, qui n'est pas assez extrémiste que ça. La semaine dernière, j'étais à Montpellier, et donc, pour une visite terrain. Donc on a regardé la sacoche d'un facteur. Il avait un petit paquet import de la Chine, 6 grammes. Valeur de la marchandise, 68 cents de dollars, donc 50 centimes d'euros. Donc on est capable d'acheter aujourd'hui des produits à 10 000 km qui valent 50 centimes d'euros, de se les faire livrer à domicile. Donc là, il y a un modèle économique qui trouve ses limites. Mais rassurez-vous, on est payé plus que 68 centimes pour le distribuer, parce que sinon, on travaillerait à la perte. Et ça veut dire que ça transforme la consommation locale. Ça transforme la consommation locale, ça fait que le consommateur fait ça. Et donc ça suppose, bien sûr, c'est difficile, on ne va pas arrêter le flux, d'adapter nos schémas de logistique. Ça montre que l'accès au numérique des particuliers monte en puissance et que chaque consommateur devient justement cet acteur de la mondialisation et ça façonne les territoires. Et tout à l'heure, on pourra illustrer comment les réponses qu'on peut donner justement à cette transformation donc majeure du métier. En même temps, Amazon fixe de nouveaux standards, c'est clair. Les nouveaux standards de la logistique sont en partie fixés par... C'est quoi le standard? C'est la vitesse, c'est les niveaux de qualité, c'est le fait de dire aussi que c'est pas le destinataire final qui choisit l'opérateur qui va livrer, c'est Amazon qui arbitre et qui va, avec des algorithmes, définir qui va livrer le colis demain. Donc, vous avez des acteurs majeurs qui, là aussi, transforment les territoires qui ouvrent de plus en plus d'entrepôts régionaux et qui font que la logistique va se transformer, les modèles de distribution de consommation vont se transformer. Pour ça, il nous faut des réponses, donc pour aussi des entreprises locales, pour continuer donc à servir. On verra tout à l'heure comment la Poste peut les accompagner pour donner le contre-coup de cette mondialisation. Stéphane Baudet, en région Île-de-France, comment ça se passe? Il y a un plan fret qui a été voté le 16 mars, qui a été publié hier ou avant-hier. 325 000 emplois, 217 millions de tonnes transportées, 90% par la route, responsable de 31% des émissions de dioxyde d'azote, de soufre et compagnie. Tout ça est 400 km de bouchons par jour. On en revient, ça m'inspire presque le mot qui est employé souvent hier, saturation. La logistique en Île-de-France, elle est victime de son succès. Elle a trouvé ses limites, elle a trouvé des limites physiques. Je ne sais pas s'il appartient à l'Île-de-France de poser le débat comme ça. D'abord, je suis heureux, moi, d'être ici. Je n'étais jamais venu à ce salon, pour être tout à fait honnête, mais j'ai quelques partenaires autour de moi. Je vois Eric dans la salle qui me titille sur la question du fret et de la logistique depuis plusieurs années. Vous savez, les élus, quand on arrive à être élu, on est souvent au démarrage un tout petit peu incompétent sur ces sujets. On a besoin évidemment de se nourrir et de faire nos convictions. Et c'est vrai que la façon, je rejoins ce que disait monsieur le député il y a un instant, la façon dont on aborde la question du fret et de la logistique à l'échelle nationale ne nous incline pas forcément à nous intéresser au sujet. Le canal Seine-Nord ne sert à rien, et puis finalement, si, on va quand même le faire. Ah, peut-être. Les ports ne sont pas à fusionner, mais finalement, si, on va les fusionner. Le Havre, Rouen et Port de Paris, même si on ne nous le dit pas encore. La ligne Serqueux-Gisors en matière de fret ferroviaire, le commissaire enquêteur conclut qu'il n'y a pas de modèle économique, mais si, on va la faire. Bref, on voit bien que morceau par morceau, on prend des décisions ça et là, sans faire système. Moi, j'ai découvert ça, petite anecdote,
Je suis vice-président des mobilités depuis 2 ans et demi à la région Île-de-France. Et puis un matin, très tôt, on me dit « Viens visiter sur les quais à Paris une initiative formidable faite par Franprix ». Je vais sur les quais et on m'explique que Franprix a décidé de desservir un tiers de ses magasins à Paris par le fleuve. Superbe initiative, alors qu'une vieille péniche qui pollue. Mais enfin, évidemment, sur la péniche, on met beaucoup plus de containers qu'on en mettrait dans un seul camion. Et puis, quelle n'est pas ma surprise de découvrir qu'arrivé sur le quai, avec toute la com qui va bien autour du fait que l'on arrive par le fleuve à Paris, ce sont des vieux camions diesel qui viennent faire le dernier kilomètre dans la zone la plus dense de l'agglomération. Et là, je me suis dit... Je précise juste une chose, c'est qu'effectivement, Franprix, c'était toujours le seul unique exemple qu'on avait pour parler de logistique urbaine fluviale. Ça revenait comme le chou, y compris à la SITF. Oui. Franprix était toujours là, sauf que Franprix avouait également que son modèle ne tenait que par les subventions et que c'était avant tout du marketing. Oui, voilà, c'était du marketing. Et en tout cas, ce qui m'a sauté à l'esprit, c'est que rien n'était fait pour que ça fasse système. Est-ce que le sujet, c'est le sujet de l'emploi? 325 000 emplois, vous l'avez dit, 5 000 à peu près départs à la retraite dans les années qui viennent par an. Ça veut dire quand même aussi la nécessité de rendre la filière attractive et de la remettre à l'ordre du jour. La question de la pollution de l'air, on voit bien que sur cette solution-là, elle est finalement tronquée puisqu'on vient finalement polluer au moment où on en a le plus besoin. La question de l'aide aux entreprises sur le renouvellement des matériels roulants pour avoir des matériels roulants qui soient propres. La question d'une organisation et d'une harmonisation de tout cela. On voit bien à l'appui de ces exemples que ça n'était pas posé ainsi. Alors, il n'est pas nécessairement de la compétence de la région Île-de-France d'avoir un plan fret en tant que tel. Surtout sur un domaine, ça a été très très bien dit. J'ai noté votre phrase, Amazon fixe les standards. J'ai osé en conseil régional la semaine dernière, lorsque j'ai présenté le plan fret, initier le débat en disant nous sommes dans un secteur qui est quand même particulièrement libéralisé, qui s'organise avec ou sans nous et que nous devons essayer d'accompagner. C'est ça la réalité. Et donc, on a souhaité à la région essayer de mettre un petit peu de, de système dans tout cela et de le faire avec un petit peu de pragmatisme. Les élus ont trop souvent et trop longtemps dans les collectivités voulu faire à la place de celles et ceux qui connaissaient. Et donc, j'ai pris mon petit bâton de pèlerin et pendant 2 ans, j'ai concerté, j'ai écouté, j'ai voulu comprendre comment fonctionnaient les métiers, comment tout ceci était en train d'évoluer, comment petit à petit on avait relégué le fret et la logistique aux franges d'une région, alors que pourtant, le besoin des habitants, et notamment sur la livraison du dernier kilomètre, se fait par nature dans la zone la plus dense. J'ai essayé de comprendre, par exemple, en tant que président de l'association des maires d'Île-de-France, moi qui défends, vous savez, le droit des maires, la souveraineté des maires, comment on a pu laisser au seul maire le droit de décider par arrêté municipal à quelle heure se faisaient les livraisons sur la commune. C'est pas mal comme sujet ça, quand on nous parle de pollution de l'air. Ça veut dire que moi, maire de Courcouronnes, je pourrais décider que les camions peuvent rentrer sur ma commune pour livrer de 5 h à 6 h du matin et que sur la ville voisine à Évry, ce sera de 16 h à 17 h. Ça veut dire que celui qui a 2 livraisons à faire sur le secteur, il repart à Paris puis il reviendra en fin de journée pour faire un deuxième trajet. C'est l'ensemble de ces problématiques-là qui nous ont poussé à essayer d'établir un plan qui soit cohérent, qui soit de nature à redonner de la visibilité à ces métiers qui sont si importants, puisqu'il y a des filières à mettre en avant, remettre en avant la question de l'aménagement du territoire. Est-ce que le fret et la logistique, ce doit être dans une région comme la nôtre, systématiquement relégué aux franges de la région, ou est-ce que le fret et la logistique, c'est pas aussi en zone dense un pied d'immeuble qui doit se réorganiser pour le dernier kilomètre? C'est ainsi que sur les questions du développement économique, on a accentué les aides que nous avions d'ores et déjà votées il y a 2 ans pour le soutien aux artisans sur le renouvellement des motorisations, des flottes, etc., etc. Nous avons voulu être pragmatiques. On ne réinvente pas le fil à coûter le beurre. Ça a été très très bien dit sur l'exemple d'Amazon. Ce sont les professionnels qui se modernisent, mais nous allons essayer de soutenir financièrement toutes les innovations, y compris d'ailleurs les plateformisations, les innovations numériques, tout ce qui pourrait faire système dans la région Île-de-France. Alors la région viendra le soutenir. Monsieur Deutscher, vous êtes confronté à ça, aux incohérences des politiques, des maires au sein d'une même agglo? Je pense que là, la bonne réponse, c'est le dialogue social que l'on entretient en permanence avec eux, qui est pratiqué par nous, parce que nous avons également un réseau qui vit, qui évolue. Donc ça nécessite un dialogue social. Il faut savoir qu'en même temps qu'on a cette belle croissance des marchandises, on fait face, nous, à la décroissance des volumes de courrier, 7% par an. Si vous tirez un trait sur 5 ou 10 ans, ça fait une chute vertigineuse. Et ça suppose donc justement d'avoir ce dialogue permanent avec les élus pour façonner les territoires, pour prendre ensemble les solutions, pour trouver de nouveaux modèles d'organisation.
Et il y a des modèles d'organisation qui sont innovants dans 2 dimensions. Le premier modèle d'organisation qui est intéressant, c'est, ça vient d'être évoqué à l'instant, tout ce qui va se passer dans la logistique urbaine, qui nécessite justement des réponses rapides, qui sont encore embryonnaires pour l'instant, parce que là encore, on n'a encore pas trouvé le modèle économique. La première réponse que la Poste donne, c'est déjà une réponse interne. Il faut savoir que nous avons à l'intérieur du groupe La Poste 3 opérateurs de colis qui sont sur des segments différents. Chronopost qui fait d'express, DPD qui fait du flux rapide, B2B, et le colis qui est du flip B2C. Là, il se trouve, il est clair que dans certaines villes, on peut avoir 3 véhicules qui vont passer dans la même rue au même moment. Et donc là, la première réponse à chercher, c'est justement la mutualisation pour diminuer l'empreinte, les nuisances à l'intérieur des villes. Un exemple concret, on va inaugurer dans quelques jours à Bordeaux le premier hôtel logistique urbain où justement on fait cette mutualisation, on regroupe pour massifier les flux, on mutualise et ça suppose là aussi des transformations. Ça suppose que les systèmes logistiques deviennent demain interopérables. Mais ça suppose que vous travaillez, vous travaillez avec des concurrents. On a travaillé bien sûr avec les municipalités. Vous travaillez avec d'autres transporteurs et on travaille, on accueille. Donc on a notamment remporté quelques appels d'offres à Grenoble ou autres sur des centres logistiques multi-opérateurs ouverts à d'autres éléments. Mais le modèle reste à construire. Alors un hôtel logistique, c'est quoi? C'est vous achetez ou vous louez des places ou vous louez des horaires sur un parking par exemple? Il y a les 2 cas. Donc, celui de Bordeaux, en l'occurrence, il va recevoir des flux de toute la France. On trie les flux et on fait des tournées uniques. Des tournées uniques pour mettre justement autant que possible dans le même véhicule les 3 types de colis. Mais ça suppose que celui qui va livrer soit formé et un système d'information qui soit capable de faire ces 3. Donc ça modifie le champ d'organisation, ça nécessite des infrastructures nouvelles. On va expérimenter ça en Île-de-France, notamment avec des mini-hub de livraison, parce qu'aujourd'hui, on a plutôt des gros centres de livraison. Demain, il faut amener le produit prêt à être livré à une grappe de livreurs, de 5 à 10 livreurs, ce qui peut se faire justement dans un parking souterrain pour justement faciliter, éviter toute cette nuisance. Et donc ça, c'est un modèle un peu différent puisque le produit, la tournée va être préparée en amont. Donc il faut s'adapter, il faut trouver de nouveaux modèles de mutualisation. On retrouve la même chose dans d'autres domaines, dans le domaine des services. Et là, on le travaille aussi. C'est ce qu'on appelle notamment les maisons de services d'accès aux particuliers, où là, on va mutualiser. Il est clair qu'avec la mondialisation, notamment dans le monde rural, il est de plus en plus difficile que chaque opérateur garde sa présence permanente, ne peut plus justifier ça. Et là aussi, donc, on a des expériences déjà nombreuses où on va regrouper sur un même site des activités, donc de la Poste, la Caisse d'assurance familiale, ça peut être ERDF, GDF, donc de multi-services où on mutualise justement les moyens. Ça permet d'offrir un service sur toute la journée. Il y en a un bon millier déjà en France, dont 500 qui sont pilotés par la France. Donc, une des réponses de la mondialisation, c'est la proximité pour nous. La proximité, on pourra donc l'illustrer un peu plus loin, comment elle s'opère pour les systèmes logistiques. Mais la proximité, M. Baudet, en Ile-de-France, elle coûte cher. Faire des hôtels logistiques en zone dense, c'est forcément aller là où le foncier est le plus cher. Est-ce qu'on n'en revient pas à ça finalement? Si, ça fait partie justement des propositions que nous faisons pour travailler notamment avec les municipalités et les intercommunalités. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure quand je disais on a trop relégué, alors évidemment des grandes plateformes ça peut se justifier, mais trop relégué la question du fret et de la logistique aux franges de la région dans les zones qui sont les moins urbaines possibles. Le principe est assez simple, je prends le foncier sur mon territoire à partir du moment où ça enquiquine pas les habitants avec toutes les problématiques d'ailleurs de stationnement. D'ailleurs, je crois que c'est un petit peu nouveau en Ile-de-France. Dans notre plan fret, on propose notamment des aménagements au-delà des stations bio-GNV qu'il faut évidemment développer. On pose très clairement, par exemple, et sans dogmatisme, la question de l'acheminement et du stationnement des poids lourds. On a, sans doute un petit peu par dogmatisme, pendant des années considéré que la route, c'était un sujet qu'il fallait surtout pas aborder. C'est vrai d'ailleurs pour les autosolistes qui sont dans les bouchons le matin. C'est vrai aussi pour les poids lourds. Sauf qu'en Ile-de-France, 89% du fret et de la logistique, ce sont les poids lourds, avec une marge encore assez intéressante mais insuffisante sur le fluvial. Et alors, pour le coup, maintenant, quasi inexistante sur le fret ferroviaire qui est à 4%. Pour revenir
à votre question, la question maintenant doit se traiter avec les municipalités, notamment dans les plans locaux d'urbanisme. Il faut que l'on appréhende la question de la logistique urbaine dès les documents d'urbanisme. J'évoquais tout à l'heure, c'est un peu sans doute caricatural et provocateur, mais la logistique, ça peut être aussi un pied d'immeuble. D'ailleurs, d'une certaine manière, quand on voit la façon dont la Poste se réorganise dans nos territoires, en acheminant dans des magasins, dans des commerces, dans des centres commerciaux, c'est déjà d'une certaine manière ce que l'on fait. Et donc nous allons cofinancer l'ensemble des projets que les mairies porteront et qui nous permettront d'amener, de s'affranchir des difficultés de la zone dense en allant essayer de s'installer dans le dernier kilomètre de la façon la plus précise. Mais c'est valable évidemment pour les aménageurs, pour les constructeurs, avec la difficulté évidemment foncière que vous évoquez. Le prix de sortie du mètre carré en Ile-de-France et en zone dense n'est évidemment pas le même que sur le reste du territoire. Enfin voilà les sujets sur lesquels nous essayons d'apporter des solutions pragmatiques ou en tout cas des clés de financement pragmatiques, parce que les solutions, soyons assez concrets, c'est plutôt aux professionnels de nous aider à les avancer. Ça fait 2-3 ans que je travaille sur ce sujet-là. Les fonctions, les enjeux d'il y a 2-3 ans ne sont déjà plus tout à fait les mêmes que ceux d'aujourd'hui dans un ou des métiers qui évoluent beaucoup. Donc nous, on doit créer les conditions d'accueil les plus souples et les plus adaptables possibles. Ce n'est pas le fort des collectivités ni du pouvoir public en France pour permettre aux professionnels de venir s'ajuster. Pour Michel Lambert, c'est vrai que dans les plans locaux d'urbanisme, les schémas de cohérence territoriaux et autres documents de planification, la logistique est quasi absente. Alors on a des villes, des agglos qui ont des chartes logistiques comme Toulouse, mais sinon dans les documents d'urbanisme, il n'y a rien qui oblige à envisager, à prévoir de la place pour le fret, la logistique, les entrepôts. Non, c'est pas vrai. C'est sous-tendu. Mais je voudrais quand même revenir sur un point. On en discutait avec Stéphane à l'instant. En mai 2010, un document de FNE Jonction ADEME sur la question de la logistique et notamment la logistique urbaine abordait ce que nous sommes en train de dire et notamment la cohérence des heures de livraison dans des conurbations en mai 2010. Document ADEME. Aujourd'hui, les cas comme celui qui vient d'être présenté sont malheureusement relativement rares. On fêtera les 10 ans dans 2 ans de ce document avec peut-être quelques 10% des conurbations qui intégreront des horaires de livraison, des cohérences de livraison dans leurs propres documents. Donc on voit bien, en réponse à votre question, oui, c'est pas précis comme dans d'autres exigences, notamment sur des enjeux environnementaux, des enjeux de distribution de différentes énergies, etc., ou de développement économique. Mais ça ne peut pas être ignoré. Mais pourquoi est-ce que c'est ignoré? On revient toujours à la même chose. Quand en Allemagne, nous avons une secrétaire d'État à la logistique, en France, nous ne savons pas, si nous savons intuitivement, que c'est le ministère des Transports. Mais sans que ce soit affirmé en quelque lieu que ce soit. Il y a le mot fret qui doit apparaître. Fret, logistique, je me méfie toujours de fret. Fret renvoie à la marchandise, logistique envoie au système. Les mots ont un sens. Être secrétaire d'État à la logistique en Allemagne, c'est pas s'occuper du physique, c'est réfléchir au système organisationnel à mettre en œuvre. Mais qu'est-ce que ça changerait d'avoir un secrétaire d'État français à la logistique, alors qu'on ne cesse de dire qu'il faut arrêter le système pyramidal, que tout ne doit pas venir de l'État, que les choses doivent venir des territoires et des professionnels? Qu'est-ce que ça changerait? D'abord, de faire émerger auprès d'élus, notamment territoriaux, qui sont soumis à nombre d'exigences. La société se complexifie, je ne vais pas les exprimer toutes, ça va de la sécurité à la question de l'éducation, à la question de l'accompagnement social, à la question des enjeux environnementaux, où on voit bien que les élus dans les territoires, et à commencer par les régions dans la nouvelle forme d'organisation territoriale, sont face à énormément d'exigences qui leur sont demandées, et c'est normal puisque c'est au niveau des territoires que nous devons aller de l'avant. Et s'il y en a une qui n'est pas visible, s'il y en a une qui n'est pas pressentie, s'il y en a une qui n'est pas portée comme étant stratégique au niveau national, eh bien, par la force des choses, tous les territoires n'ont pas une qualité de production comme celle de l'Île-de-France que nous pouvons voir dans ce document, mais je ne les critique pas. C'est parce que ça n'est pas quelque chose de marqué comme ça peut l'être en Allemagne. Et je reviens sur l'Allemagne parce que
on est en train de parler de logistique et on parle beaucoup de livraison, on parle beaucoup, et c'est votre job, hein, du citoyen qui veut son beau stylo. Mais avant tout ceci, c'est la performance de nos modèles, de notre économie, de notre industrie. Et je vous l'ai dit et je le réexprime, je pense que je vais écrire une petite tribune, j'espère qu'elle sera publiée, au moins elle sera sur mon site internet. C'est que la force de l'Allemagne, que l'on nous montre en exemple sur sa puissance industrielle, économique, etc., peut-être est-elle due à une certaine forme de souplesse du marché du travail, mais elle est sans conteste due à la logistique made in Germany. C'est la meilleure logistique au monde. Ce sont ceux qui arrivent à le mieux organiser les flux au sein même, avant même de livrer leurs Pourquoi? C'est quoi leur citoyens. recette? Ils savent organiser les flux, créer de la performance entre tous ceux qui composent un écosystème industriel. Alors comment? C'est Et quoi leur recette? notamment, Encore une ils ont fois. pu s'appuyer sur l'ouverture vers l'Est, l'Allemagne de l'Est intégrée et au-delà les pays de l'Est, pour tout à l'heure chercher une performance économique dans la production sous-traitance et la capacité à organiser des flux, y compris jusqu'au bout la desserte au client final à l'autre bout de la planète. C'est je vous vends du Made in Germany hard, mais aussi du Made in Germany logistique, c'est-à-dire que je vous garantis que tout se passera bien dans les termes de ce que nous avons contracté. Vous pouvez être en confiance. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné pas mal de marchés. Et ça, on n'y arrive pas. Et ça, en France, on n'y arrive pas. Mais pourquoi? Alors, il y a des éléments aussi structurels. N'oublions pas, une Allemagne concentrée d'un point de vue industriel, s'appuyant sur des pays de l'Est, a plus de facilité qu'une France éclatée, notamment de ses bassins industriels, de ses bassins de vie, de sa désindustrialisation qui était autour de mines de charbon, etc., et de hauts fourneaux, n'a pas su rebondir sur d'autres pôles puissants. Mais il ne faut pas recopier l'Allemagne, il faut juste voir que ça a été porté au cœur même de la stratégie de création de la puissance économique qu'est l'Allemagne, la logistique, en même temps, comme ça je l'aurais dit, que la question de la souplesse du marché du travail et d'autres paramètres. Et ça, nous l'oublions en France. Donc nous devons y revenir. Et je me permets d'insister, je suis mal placé puisque c'est moi qui l'ai présenté, mais France Logistique 2025 est un document qui l'exprime clairement, qui mérite et qui nécessite par d'autres d'être repris et d'être vraiment au cœur d'une stratégie politique économique française pour satisfaire effectivement nos consommateurs avec le moins d'impact, nos consommateurs et surtout nos concitoyens avec le moins d'impact dans leur quotidien et notamment urbain, mais aussi pour que nos PME, pour que nos entreprises retrouvent des marges, je rappelle ce chiffre, 20 à 60 milliards d'euros de marge économique que nous pouvons mettre dans notre économie, secteur privé et public compris. Monsieur Deutscher, vous travaillez avec la Poste allemande, il y a une telle différence, oui, tout à fait. telle qu'il y a des techniques. Oui, tout à fait. Nos confrères, je partage tout à fait le diagnostic. Je l'illustrerai de manière concrète pour voir comment Merci. ça... Entre les deux modèles, le modèle allemand, c'est un modèle qui est construit sur ce qu'on appelle le nominal. Un nominal robuste, c'est-à-dire c'est le fonctionnement qui est structurellement établi et qui permet de garantir le bout en bout, ce qu'on appelle le bout en bout, donc quotidien là-dessus. Donc ça suppose bien sûr beaucoup de rigueur en amont, ça suppose avec eux, les équipes se mettent d'accord là-dessus. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, ils mettent souvent un peu de temps aussi pour se mettre d'accord, mais une fois que c'est fait, c'est robuste, ça tient la route. Nous, le modèle français, c'est un modèle où le nominal est un peu élastique. Et on passe un peu notre temps justement à réparer au quotidien, à réparer les imperfections du système. Alors ça marche, c'est du système D, ça marche, même chez nous, la preuve en est, mais le temps qu'on passe justement à réparer, on ne prend pas ce temps pour se développer. Et c'est ça détourne de l'énergie phénoménale entre deux systèmes. Et donc ça fait partie de nos batailles, notamment à la Poste. C'est très difficile pour nous, on distribue 12 milliards d'objets par an, donc faire un nominal sur 12 milliards d'objets, c'est pas
facile, mais culturellement, il faut qu'on apprenne à construire des chaînes logistiques robustes, solides, en s'inspirant de cette culture pour justement dépasser ce cadre du quotidien et aller dans le développement. C'est ça, en fait, qui explique en partie là-dessus. Et on s'inspire justement de ces modèles allemands et qui sont souvent précurseurs là-dessus. Et on ne se gêne pas pour faire du copier-coller. Mais il y a un phénomène culturel qu'il faut et pour lequel la formation, le développement donc, est nécessaire pour transformer ces éléments dans le temps. Mais il y a véritablement des marqueurs solides que je partage tout à fait. Alors le nom d'Amazon est revenu régulièrement, comme si c'était Amazon qui faisait tout. Le politique peut rien faire. Quand Amazon dit à Paris, je peux vous livrer en 6 heures, sachant que la FNTR dit derrière, attention, ça va être l'enfer d'un point de vue logistique. On ne sait pas faire, d'autant plus qu'on sait très bien qu'il y a plein de colis qui sont transportés par des gens de façon illégale, l'ubérisation du transport, etc. La logistique, le politique ne peut pas s'opposer à ça. On ne peut pas fixer une limite, comme la question qui a été posée hier lors du Maritime Day, est-ce qu'on ne peut pas fixer une limite à la taille des bateaux, compte tenu des investissements qu'il faudrait faire, investissements publics, pour accueillir des bateaux toujours plus gros. Le politique ne peut pas dire non. Un maire ne peut pas s'opposer à une livraison en 6 heures, compte tenu du fait qu'elle saturait encore un peu plus le système logistique? Non, je parle politique. Je vais commencer, après tu préciseras. J'aurais bien aimé être là pour le débat hier, faire que la France soit le seul pays au monde qui dise je n'accepte pas des navires de plus de 12 ou 15 000. C'est une question posée par l'OCDE sur l'avenir des ports européens, de tous les ports européens, eu égard aux investissements à consentir. Alors, je vais le dire différemment. Quand je suis devenu député, je me suis dit jamais... Essaye, François Michel, de jamais être de ces députés qui avaient voté le Locomotion Act en 1866. Alors, ce sont des Anglais, qui était que chaque véhicule automoteur devait être précédé d'un piéton agitant un drapeau rouge en criant « Attention, voilà une voiture ». Donc, moi, je veux bien aussi agiter le drapeau rouge et crier « Attention, voilà un gros navire ». Et pour revenir sur la question concernant la livraison en 6 heures, c'est qu'on ne tient pas compte de capacité à des systèmes en rupture. Toute la question n'est pas le délai. Toute la question, ce sont les moyens que nous mettrions en œuvre ou que mettrait en œuvre l'opérateur pour assumer ce délai de 6 heures. Présupposons qu'un opérateur soit en capacité de prépositionner, ce qui est déjà le cas, dans un quartier, les principaux produits. Je ne donnerai pas de nom. Qu'est-ce qui lui empêche après de finir en 200 mètres à pied la livraison en moins de 6 heures entre je suis dans mon immeuble, j'envoie ma commande, qui redescend 10 minutes après au piéton qui est là et on lui dit tu trouveras à 500 mètres le colis et donc tu fais 500 mètres et 500 mètres autour, si tu n'arrives pas à les faire en 6 heures, c'est que tu es un mauvais. Donc voilà, c'est pas une question d'horaire, c'est quel est le piéton, quel est le moyen qu'on met en œuvre. Comment on s'assure qu'il respecte des règles collectives que nous souhaitons mettre dans le débat et dans la ville. Quels moyens met-il en œuvre, etc., etc., etc. Mais ni la taille des navires, ni le délai de livraison. Stéphane Monet. Deux natures de réponse à cette question et à la précédente. D'abord, notre différence avec les autres pays. Je sais qu'on aime bien s'auto-flageller en France. Beaucoup. Et qu'il faudrait qu'on se défende davantage. Mais là, je vais nous auto-flageller un peu parce qu'avec l'Association des maires d'Île-de-France, nous faisons beaucoup de voyages d'études. Et s'il y a des sujets où la France souffre plus que les partenaires, c'est sur sa capacité à porter des stratégies, à les définir et à les conserver. Ici, on change de stratégie tous les 2 ou 3 ans en pensant qu'on est moderne. Sauf que si on parle par exemple de la question du fret ferroviaire, l'Allemagne a fait sa mue il y a 20 ans. Voilà. Et quand elle a fait sa mue, elle l'a assumée. Et elle a été au bout de la logique. Nous, j'évoquais tout à l'heure le sujet de Serqueux-Gisors, cette fameuse ligne qui viendrait de l'ouest, qui contournerait Paris, dont on nous explique qu'elle est évidemment nécessaire au fret et à la logistique de l'Île-de-France, alors que pas du tout. Elle est juste pour essayer de se donner une porte pour aller vers l'est, et notamment les territoires européens. Il ne faudrait pas nous prendre que pour des imbéciles, avec un modèle économique dont on sait d'abord d'emblée qu'il est planté. Donc,
Essayons de porter des stratégies et de ce point de vue-là, parce qu'on a pris du retard, enfin partout dans le monde, la question par exemple du fret ferroviaire est en train de reculer, partout, même là où ça a été ultra modernisé et porté, je crois que si nous on veut se rattraper, peut-être qu'à un moment il faut qu'on soit capable de faire un saut de génération, de faire un saut de modernité. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est fondamentalement de changer de culture, puisque vous interrogiez le pouvoir politique, pardon de le dire avec beaucoup d'humilité, d'une certaine manière on est déjà dépassé. Je vais vous citer un exemple. Je suis vice-président des mobilités et pas du fret et de la logistique en l'occurrence. Prenons un exemple de la façon dont le privé, l'espèce de mondialisation, de libéralisation de la société, d'une certaine manière nous a dépassés et nécessite que nous réinterrogions nos processus. C'est la raison pour laquelle on a fait ce plan fret, évidemment avec les professionnels, plutôt que derrière un bureau en pensant qu'on avait la science infuse et qu'on allait tout inventer. Prenez un exemple, Waze. Tout le monde connaît Waze. Génial. Alors je vous explique Waze en 30 secondes. Start-up israélienne. Donc quelqu'un à 6000 km d'ici décide de créer une application qui va nous changer la vie, nous faciliter la vie pour qu'on aille plus vite. Alors si on est du point de vue de l'utilisateur, ce que j'ai fait pour venir vous rejoindre dans ma voiture hybride depuis Courcouronnes, 2 heures de route, je mets mon Waze là-dessus, tranquille, et puis sans être tout à fait prédictif, le machin va tranquillement m'amener jusqu'à vous dans un parcours qui sera sans doute le meilleur. Très bien. Et puis je prends mon autre casquette, celle de maire. Et là, j'ai un autre regard. J'ai quelqu'un à 6000 km d'ici qui a inventé une application et qui, sans me demander mon avis en tant que maire, a décidé de la façon dont il allait utiliser ma ville. Alors j'ai des rues où j'ai des gamins qui jouent au ballon, où maintenant j'ai des camions ou des bagnoles qui passent. C'est ça dont il faut avoir conscience sur la capacité que de l'extérieur, on a à réutiliser la société, nos installations, nos infrastructures, sans même nous demander notre avis. Ça nécessite donc pour les élus que nous sommes, sans doute d'être davantage régulateurs, sans doute d'être davantage visionnaires, mais d'être aussi tout à fait humbles. Ça a été très très bien dit sur la question du tonnage. On ne va pas réinventer le bout de gras toutes les semaines. S'il y a un modèle économique qui fonctionne partout dans le monde entier de telle manière, on ne va pas nous, comme on le fait avec les directives européennes qu'on vient recorriger 20 ou 30 fois à la sauce française, venir surajouter de la difficulté alors même qu'il y a une norme qui s'est créée. Il faut que sur la base de ces normes, on ait la capacité avec les professionnels à accompagner. Notre boulot à nous, élus aujourd'hui, demain, ça va être d'être accompagnant, d'être régulateur. Ça va plus être de faire ou de décider que le modèle, parce que j'ai décidé que ma ville, j'ai envie qu'elle soit comme ça, ce sera comme ça. On a évidemment une influence politique, mais si on considère qu'on vit sur une île déserte et que tout ce que l'on pense, juste par dogme, que l'on soit de gauche ou de droite d'ailleurs, ça va réorganiser le monde et ça va marcher, ben on a tous la preuve depuis 30 ou 40 ans en France que ça ne marche pas. Mesdames, Messieurs, y a-t-il des questions, des réactions? J'arrive. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Oui, bonjour, Jérôme Libeskine de Logicité, je suis consultant en logistique urbaine. Donc merci d'avoir mis la logistique urbaine au cœur du sujet du débat. J'avais une petite remarque et une question. Vous évoquiez le sujet Franprix. À ma connaissance, la grande innovation de Franprix, je ne crois pas que ça soit que du marketing, c'est quand même 52 camions en moins tous les jours sur les autoroutes radiales parisiennes. Et je ne suis pas sûr que ça soit des vieux camions de diesel. Je crois qu'ils sont Euro 6 à ma connaissance. Et je sais qu'il y a un projet de les mettre au gaz. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de station. Donc pour pouvoir avoir des camions au gaz, il faut une station GNV. Je sais que la région travaille dessus. Et j'avais une question. C'était les aides de la région pour la transition énergétique et les véhicules électriques. À ma connaissance, vous l'avez dit, ils sont réservés aux artisans. Or, il me semble que la partie la mieux optimisée de la logistique urbaine, c'est le fret professionnalisé. Donc ce qu'on appelle le compte d'autrui. Ne faudrait-il pas plutôt aider le compte d'autrui plutôt qu'aider le compte propre, c'est-à-dire les artisans? Deux remarques. Enfin, d'abord, une réaction à votre remarque et une réponse à votre question. Je l'ai évoqué et tout le travail. J'ai bien dit tout à l'heure, je citais cet exemple, pas seulement en pointant Franprix en disant qu'ils se foutaient de nous, c'était pas ça le sujet, puisque j'ai évoqué qu'on avait moins de camions par le fait qu'ils mettent sur des péniches qui par ailleurs sont très polluantes, parce qu'on parle toujours du fluvial, mais on n'évoque pas forcément l'état très ancien de notre batellerie en général et la nécessité de la renouveler. Alors, hier, la batellerie a réclamé des aides de l'État pour passer au GNL. En l'occurrence, dans le plan fret de la région depuis la semaine dernière, on ouvre à des aides sur le renouvellement du matériel, y compris sur le fleuve, ce qui, au passage, n'existait pas. Non, j'indiquais justement cet exemple un peu cocasse qui a été le mien
d'aller sur site et de découvrir que les camions, au moment où j'y étais il y a 2 ans, étaient des vieux diesels, quoi qu'on en dise. Et donc, les process que l'on a mis en place et que l'on a voté la semaine dernière, à la fois en séance plénière sur le plan fret, mais aussi en commission permanente, et ça répond à votre deuxième question, c'est l'extension au maximum des aides que nous pouvons donner pour l'ensemble des matériels. Ça va évidemment, puisqu'on a un débat avec les professionnels sur la question des poids lourds et du tonnage, ça va évidemment sur la question de la taille des entreprises. On avait ciblé dans un premier temps, en effet, les artisans, les taxis. Pourquoi les artisans? Parce qu'en région parisienne, une partie de la pollution, on le sait bien, ce sont nos petits artisans, les plombiers, etc., qui ont des vraies difficultés et qui utilisent leur véhicule le plus longtemps possible et qui sont les véhicules parmi les plus polluants de l'Île-de-France. C'est la raison pour laquelle on s'est également engagé, parce que espèce de débat un peu schizophrène sur la question de la route, sur un plan anti-bouchon. On nous a dit, oh là là, la région investit sur les routes, elle va refaire des routes pour essayer d'éviter les bouchons, c'est scandaleux, c'est le retour à l'époque gaulienne, les tractions qui polluent, etc. Non, on sait qu'en Île-de-France, ce qui pollue, c'est pas seulement le véhicule, c'est le véhicule dans un bouchon. Un véhicule, un camion qui passe chez moi à Courcouronnes sur l'autoroute A6 à 80 km/h, il pollue moins que quand il est 10 minutes plus tard coincé à l'entrée de la 86 et qu'il est en première seconde à 10 km/h. Donc on déploie petit à petit toutes ces aides. Après, on est une collectivité, on a des moyens, vous connaissez le sujet des collectivités, donc on fait avec les moyens que l'on a également, donc on le fait par palier, on aide de plus en plus, on priorise de plus en plus, et j'ai bon espoir que, je le dis parce qu'on l'a assumer qu'il fallait traiter la question des camions, évidemment sans doute en voulant les diminuer par pas le fret ferroviaire tel qu'on l'entend via SNCF, mais peut-être par des process sur des zones de logistique. Ça existe sur le port du Havre par exemple, ou par délégation de services publics, on peut traiter des voies ferrées connexes. Ça peut évidemment être par le déploiement, on l'a évoqué, du transport fluvial sur lequel on ne fait à mon avis pas assez, mais alors transport fluvial, travaux pour rendre les fleuves praticables, évidemment zones d'accueil avec des ports qui sont à développer, là aussi débat politique. Si vous prenez le sujet de Triel par exemple, où vous avez une ville qui veut le faire et toutes les villes autour qui veut pas le faire, on connaît bien ce type de sujet, mais on assume également que le poids lourd va perdurer, comme les voitures d'ailleurs vont perdurer sur les routes, et donc la transformation énergétique des poids lourds est un sujet important. Je finis juste, mais en effet la région s'est engagée sur la question du GNV très fortement, puisque nous sommes devenus actionnaires, avons mis beaucoup d'argent au pot dans le cadre de la SEM SIGEF l'année dernière pour pouvoir développer des stations GNV qui soient des stations publiques et parapubliques, parce qu'évidemment si on laisse au seul privé le soin de développer ces stations GNV, ils ne vont les mettre que dans 4 ou 5 points de la région parisienne où c'est évidemment rentable. Le sujet d'une SEM et de l'intégration du public sur ce type de process, c'est de pouvoir avoir un équilibre économique qui nous permette d'en développer là également où ça n'est pas rentable. Alors vous en avez inauguré une, c'était au mois de novembre à Bonneuil. Il y a un projet de 12 nouvelles stations. Alors là pour le coup la comparaison, c'est pas avec l'Allemagne, c'est avec l'Italie. On a 1000 stations je crois, où le gaz est nettement plus développé. Monsieur Lambert. La comparaison avec l'Italie n'est pas forcément la bonne, parce que l'Italie, c'est pas seulement des camions au gaz, c'est aussi beaucoup de voitures au gaz depuis très longtemps. Donc c'est une culture. C'est un petit peu comme quand on compare les vélos de Rotterdam et les vélos de Paris. Et Fiat est leader mondial sur les véhicules particuliers au gaz. Monsieur Lambert. Bon, je vais pas m'inscrire en faux, mais être en contrepoint. Et c'est vraiment un débat qu'on démarre à l'instant. Mais est-ce que la question du hard, les infrastructures, les matériels, est la priorité, et voire le seul élément que nous devons mettre en œuvre? Je m'explique. Tout d'abord, soyons clairs, le fret ferroviaire ou le fleuve, tu as dit Jérôme, 52 camions, c'est ça? Ça représente combien d'un quotidien? Rien du tout. Si ça a 1%, ça serait déjà pas mal. L'idée de doubler Perpignan-Bétambourg, beaucoup de moyens financiers en fret ferroviaire, c'est capter 40 camions, peut-être un tout petit peu plus, sur un axe qui envoie passer 2000 à 2500 jours. Par contre, moi, ma question, c'est mais qu'est-ce que c'est que ces camions? Qu'est-ce qu'il y a dans ces camions? Sont-ils utilisés au mieux? Eh bien non. Ils sont vides à 10, 20, 50, 60%. Chacun a son chiffre. Est-ce qu'ils sont très bien conduits? Ben non, parce que même le meilleur des conducteurs ne peut pas tout
tout maîtriser, les meilleurs rapports, les trajectoires les plus optimisées, etc., etc. Est-ce qu'il n'y a pas des capacités de mieux performer? Et moi, je le dis, dans 5-6 ans, vous verrez, la productivité du transport routier, si nous en avons la volonté, peut augmenter de 30%. De 30% sur la productivité. Si c'est avec un diesel, mais que je transporte, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire autant de tonnes de marchandises, mais avec 30% de camions de moins, eh bien j'aurai, c'est le calcul macro, 30% de diesel carburant consommé en moins. Alors que je peux faire un autre axe, je ne suis pas à dire qu'il ne faut pas faire du gaz, mais je ne change rien au système et je passe de diesel à gaz, j'aurai toujours des volumes d'énergie consommés qui, ramenés à la tonne de marchandises déplacées, seront peu efficients. Donc aujourd'hui, l'urgence, elle n'est pas facile politiquement. Qu'est-ce que vous voulez raconter à votre électeur? Moi, je suis un politique. Mon électeur, j'ai inauguré une GNV dans ma circonscription. Alors là, c'est génial. Mais si je dis j'optimise les flux grâce à un nouveau logiciel X ou Y, grâce à de nouveaux systèmes, mais j'ai même pas un quart de ligne dans la PQR. Donc je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Et donc c'est là le problème, c'est que les politiques, et vous avez dit un mot clé, c'est les stratégies de long terme et qu'ils doivent dépasser les calculs à la réélection. Je suis bien placé pour savoir que j'ai dépassé les calculs à la réélection, puisque je suis le seul à avoir été réélu contre des projets locaux que tous les autres soutenaient. Et eux, ils ont perdu. Parce qu'à un moment donné, vous pouvez aussi croire en l'intelligence de vos concitoyens et leur exprimer sur le long terme votre volonté, la démontrer et votre transformation. Donc attention aux seules réponses qui sont sur le hard. Pensons surtout à accélérer et à mettre en œuvre des réponses sur les systèmes organisationnels. Alors justement, ces réponses sur le soft, vous allez voir, vous allez rebondir dessus. Ici, moi j'en avais vu plein quand j'avais animé pour la SITEL les débats sur l'écotaxe, où j'ai rencontré personne qui était contre. Personne n'était contre ici parce que ça permettait à chacun de se préparer à une inévitable réglementation qui obligeait à optimiser, à mutualiser. Et finalement, face au recul de l'État, les énergies se sont dispersées avec un énorme sentiment de frustration. Est-ce que là, ce n'était pas le rôle du politique avec l'écotaxe? Moi, j'ai combattu Ecomove, et je le dis, je le redis. On mettait en œuvre le Minitel à l'heure d'Internet, le système Ecomove, ceux qui ont un peu regardé, c'était 13 ans, donc 2013-2026. Ça avait l'air d'être un bon aiguillon pour la profession. Ecomove, c'était la catastrophe. Moi, je vous parle de l'écotaxe. Non, mais je vais jusqu'au bout. Ecomove figeait un système technologique comme si on vous disait, vous prenez le Minitel et vous en avez pour 15 ans, c'était ça. Donc, en incapacité à répondre à des évolutions. L'écotaxe, elle doit, avec les data, et tout à l'heure vous avez exprimé certains ways, j'y pensais, on pourrait laisser aux collectivités créer, parce que les data, elles existent, des fiscalités pour ceux qui empruntent certaines voies. Ils sont taxés. Pour ceux qui ne remplissent pas les camions, pour ceux que, etc., etc. Donc, écotaxe, oui, si elle s'appuie sur les data et pas seulement sur le déplacement du point A au point B, parce que là, on ne s'en sortira pas. Aujourd'hui, et là, vous pouvez faire le tour du salon, combien il y a d'offres pour que les entreprises pilotent à la seconde près le camion à l'autre bout de la France, voire à l'autre bout du monde, sachent exactement quel est le niveau de consommation, quelle est la température à bord, etc. etc. Et bien à partir de ces datas, comment nous ne nous appuyons pas pour favoriser, aider celles qui sont positives et contraindre ou amener à des changements celles qui n'aident pas. Stéphane Baudet. Et ensuite, M. Deutscher. Ouais, deux éléments. D'abord, chers collègues, je ne vois pas bien forcément où on ne serait pas d'accord. Moi, j'ai fait appel à beaucoup d'humilité sur ce sujet-là. J'ai évoqué le gaz comme un exemple. Je n'ai pas dit que le gaz était la panacée. Donc, pour le coup, ne déformons pas mes propos. J'ai coutume de dire, notamment en termes de mobilité, je vais y revenir dans un instant, qu'il n'y a pas de solution magique. Et il n'y aura pas de solution magique. Il y a une agglomération de solutions. Le gaz en est une. La question de mieux remplir les véhicules, elle se pose sur l'ensemble de nos sujets de mobilité.
comme la question de la fiscalité de la route. Ces deux sujets-là sont devant nous. Et d'ailleurs, ils vont s'imposer à nous pour une question de révolution technologique assez naturelle à comprendre. Vous évoquiez les camions qui n'étaient pas pleins. Dans les 400 km de bouchons que nous avons en région parisienne le matin, vous avez 1,1 usagers par bagnole. C'est le même sujet. Il y en aurait 1,8, il n'y aurait plus de bouchons en Ile-de-France. Donc la question de l'utilisation de la route, la question de la densité de ce que l'on transporte, moi je n'ai de cesse de dire, parfois ça choque, le paradigme de la mobilité en Ile-de-France pour demain, parce que les réseaux dits du mass transit, c'est-à-dire les réseaux ferrés, sont saturés, c'est la route. Et sur la route, il faudra mettre plus de personnes avec moins de véhicules. Donc je ne vois pas où nous serions en opposition. Nous sommes plutôt sur ce sujet-là, plutôt en rapprochement. Et permettez-moi, là aussi, sur l'ensemble des mobilités, de l'adosser aux révolutions technologiques. Pourquoi je considère, moi, qu'il ne faut pas rejeter la question du poids lourd? Parce que le poids lourd aussi va changer. Le poids lourd va être propre, évidemment, comme les voitures. Mais le poids lourd va être également intelligent. Enfin, je veux dire, la question des véhicules autonomes est une révolution qui va s'imposer à nous. Dans le monde, en Asie comme aux États-Unis, on est déjà en train d'expérimenter des trains de camions, comme ils disent, sur les autoroutes. Là aussi, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, en matière de productivité, en matière d'amélioration des conditions de la circulation, tout ceci va être considérablement amélioré par la question des data notamment et de la capacité qu'on va avoir à se mouvoir. C'est valable évidemment pour le transport personnel comme pour le transport professionnel. On est à l'aune de changements et de mutations en matière de mobilité qui sont considérables. La question de la fiscalité. Si je regarde le véhicule particulier aujourd'hui en Ile-de-France, la fiscalisation d'un véhicule se fait plutôt quand il est à l'arrêt. Aujourd'hui, vous payez plutôt votre stationnement. Demain, il se fera avec des véhicules qui vont rouler. Est-ce que la taxe, c'est la bonne solution? Alors moi, je vais vous dire, la taxe sur les véhicules en transit en Ile-de-France, j'y crois moyen. Hein. Il y a combien? Il y a 400 000 camions qui circulent en Ile-de-France dans la journée. Il y en a à peine 10% qui sont réellement en transit. Donc je ne suis pas certain, un peu comme Ecomove, que les investissements qui permettraient de la mettre en œuvre seraient évidemment rentabilisés. Mais c'est vrai que la fiscalisation de la route est un vrai sujet. Pourquoi le modèle du fret économique ne fonctionne pas? Pas parce que le fret, il paie un péage. Comme tous les trains qui circulent en France payent un péage. Ce n'est pas forcément le cas sur toutes nos routes. Donc il y a quelque chose à inventer qui ne mette pas en péril les modèles économiques et qui viennent s'adosser à toutes les modifications structurelles qu'il va y avoir sur la route. Vous êtes toutes et tous, comme moi, propriétaires de votre voiture aujourd'hui. Dans 10, 115 ans, vous ne serez plus propriétaire. On sera dans la culture de l'usage. Aujourd'hui, il y a une frontière assez nette entre le transport public sur la route et le transport privé. Demain, cette frontière aura été complètement effacée. C'est à l'aune de ces évolutions-là, et c'est là que le politique, dans son rôle de stratège, reprend son rôle, qu'il faut qu'on réinvente le modèle de demain. Monsieur Deutscher. Oui, je partage tout à fait ces éléments-là. Ça pose la question de l'efficience de nos chaînes logistiques, qui est plus importante au-delà justement de toutes les infrastructures et des outils que l'on peut implémenter. Je me suis souvent gardé de faire du cosmétique justement en déployant un ou deux ou trois véhicules propres, intelligents, ce côté-là, parce que ce qui m'apporte, c'est l'efficience. Mais l'efficience, elle est difficile à obtenir. Pourquoi? Parce que elle suppose de modifier, changer les organisations. Et ça, c'est l'écueil. Moi-même, je le vis. J'ai fait investir pour l'optimisation des transports, pour justement diminuer les kilomètres, plusieurs millions d'euros, donc dans un des meilleurs outils, et j'ai toutes les peines du monde à le vulgariser, le généraliser. Pourquoi? Parce que ça bouscule les habitudes, il faut changer son organisation, peut-être adapter d'un quart d'heure, ci ou là, le modèle, lever des contraintes, parce qu'à contrainte égale, on ne changera pas le modèle. Donc l'efficience, c'est s'ouvrir, lever des contraintes, changer les modèles et évoluer. Et je pense que le rendement sera largement amélioré. Donc, et ça, c'est notre rôle, nous, de manager, justement, de propulser cette transformation culturelle et de la rendre possible et d'éviter aussi cette fuite technologique qui est souvent la réponse immédiate à nos problématiques. Mesdames, Messieurs, bonjour. Oui, bonjour, Slimane Boukezoula, je suis journaliste à l'Officiel des transporteurs. Je voulais juste faire un petit constat, même si sur la fin des échanges, on a pu y venir. À vous écouter, j'ai quand même l'impression qu'on a, à propos de logistique, surtout beaucoup et essentiellement parlé de logistique urbaine, puisqu'on a parlé de colis, on a évoqué Chronopost, on a évoqué DPD, on a évoqué Amazon. Donc finalement, à propos de fret, on a surtout réfléchi à vous écouter autour du colis.
Vous serez peut-être pas d'accord, mais voilà. Donc, M. Baudet disait que dans ce pays, on a quelques soucis à faire système. Vous avez dit ça, M. Baudet. Donc, on a plutôt à réfléchir ou à mettre en place des projets isolés et qui ne font pas système. Alors là, on a quand même beaucoup réfléchi autour des problématiques de logistique urbaine. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas pu aussi également se projeter sur un plan national de transport? On a évoqué la mutualisation, on a, même si on a affaire à des opérateurs privés. On a beaucoup pointé du doigt les poids lourds. Je veux juste rappeler ici, et c'est très souvent méconnu du grand public et également de nos politiques, que les constructeurs de véhicules industriels ont fait des progrès extraordinaires pour réduire les émissions de CO2, les NOx et les particules. C'est absolument méconnu. Donc on continue de montrer du doigt le véhicule industriel poids lourd, notamment pour expliquer pour la mise en place de fiscalité. C'est le sujet du moment. Et dernier point, à propos de logistique urbaine, à propos de congestion, à propos de pollution, on n'a pas du tout évoqué, et pourtant c'est à mettre en perspective avec le boom extraordinaire du e-commerce, on n'a pas du tout évoqué la présence extraordinaire des VUL, véhicules utilitaires légers, qui sont les véhicules qui font livraison pour le e-commerce et qui contribuent très largement aujourd'hui à la saturation, à la pollution. Et ce n'est pas un hasard si, vous le savez, M. Michel Lambert, votre collègue Damien Pichereau a été missionné par Édouard Philippe pour réfléchir sur le sujet. Alors, je pense que j'en ai parlé un peu de la logistique industrielle, notamment par rapport à l'Allemagne. Par contre, pour revenir, vous avez raison. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter à ce que vous avez dit, si ce n'est que je pense que notre débat n'a pas été que sur la logistique urbaine et a élargi la question bien au-delà. Et vous avez raison de signaler que mon collègue Damien Pichereau a une mission sur les VUL. J'ose espérer qu'elle sera mise en perspective sur une pensée système, sur une pensée organisationnelle, donc sur une pensée logistique, comment nous pouvons faire en sorte que l'on réponde à cette question on est submergé par les véhicules utilitaires légers, comment y répondre dans une logique de performance logistique et non pas dans une logique de simple contrainte qui serait contournée. Et je crois que l'une de ces réponses est notamment dans la révolution numérique et la révolution des data. Mesdames, Messieurs, oui. Juste pour préciser qu'il n'appartient évidemment pas à la région Île-de-France, que je représente la région Île-de-France pour le coup, de faire un plan d'État. Mais ça renvoie à la question qui était posée tout à l'heure sur la question du fret et de la logistique, d'une certaine manière mise en gouvernance sous l'égide du ministre des Transports. Quand j'ai mis en place le plan fret à la région, je me suis rendu compte assez vite que pour pouvoir faire quelque chose d'efficient, au-delà de la relation que je pouvais nouer avec les partenaires extérieurs, il fallait que je m'adresse à mon vice-président développement économique, il fallait que je m'adresse à mon vice-président aménagement du territoire. Donc on voit bien la nécessité quand même d'agréger tout un tas de matières. Enfin, le fret et la logistique, pour vous toutes et tous professionnels, c'est un métier, c'est un sujet à part entière. Pour moi, en tant qu'élu aménageur du territoire, c'est une des matières de l'ensemble de l'aménagement du territoire. Je pense que c'est aussi à cela qu'il faut revenir. C'est exactement comme quand on dit à un maire de construire des logements sans lui apporter les logements qui vont avec. Il y a des morceaux de l'aménagement pour faire qu'un aménagement fonctionne, pour que demain, dans des régions un peu polycentriques, on diminue la distance domicile-travail, qu'on diminue la congestion. Voilà, c'est donc une des matières parmi d'autres. Et vous me permettez de dire qu'il y a un sujet qui est tabou, celui que j'ai maintes fois exprimé. Un délégué interministériel à minima, voire un membre du gouvernement qui ne soit pas au transport et qui ait la responsabilité logistique. Je le dis très sereinement, on m'a fait retirer de mon rapport stratégie nationale logistique 2025 cette proposition d'un délégué interministériel
C'était ça, hein, c'était quand même pas très violent, hein, d'un délégué interministériel à la logistique. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. C'est une personnalité qui travaille en transversalité avec le gouvernement pour mettre en œuvre une politique particulière, en l'occurrence une stratégie logistique. C'était le précédent quinquennat, précédent gouvernement. Dans celui-ci, ça n'est pas mieux. Voilà l'un de nos problèmes. Pendant ce temps-là, en Allemagne, ils ont une secrétaire d'État à la logistique. Oui, bonjour, merci beaucoup pour le débat et pour la prise de parole. Julie Rafaillac, chargée de mission logistique au Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, je voulais juste me permettre justement de commenter sur ce que peut faire la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en termes logistiques. Et à l'instar de la région Île-de-France, on a l'intention justement de développer une stratégie ou un schéma directeur de la logistique à l'échelle régionale. Schéma directeur qui aurait vocation à être justement systémique, à prendre en considération des actions à la fois hard, donc d'infrastructure, et soft, et décliné sur l'ensemble du territoire. Donc là, je rebondis aussi sur une remarque qui a été faite, donc de prendre en compte la logistique, non pas simplement dans sa dimension urbaine, mais vraiment à l'échelle de tout le territoire et de la diversité aussi des territoires, certains étant très denses, d'autres plus excentrés, mais avec des besoins de distribution existants malgré tout. Donc ça, c'est un projet de plutôt moyen terme. À très court terme, nous sommes engagés dans la mise en place d'ateliers régionaux de la logistique, donc des petits groupes de travail publics-privés, où là, les collectivités, les institutionnels se retrouvent avec des acteurs économiques pour concrètement essayer de travailler sur des problèmes et mettre en œuvre des solutions sur du court terme. Donc là, c'est pas traiter l'ensemble du sujet, c'est pas nécessairement systémique, mais c'est au jour le jour, au quotidien, essayer de dégager des solutions pour certains, et puis avec un effet boule de neige, d'avancer et nourrir aussi notre réflexion logistique à une échelle plus macro. Donc voilà, je pense que on n'est pas la seule région à travailler sur le sujet, mais pour illustrer un peu le propos. Et juste petite remarque sur la problématique de l'harmonisation des réglementations des livraisons dans sa composante de circulation et de stationnement. Sujet sur lequel j'ai moi-même travaillé il y a à peu près 15 ans de cela, en Île-de-France, justement, où à la direction régionale de l'équipement d'Île-de-France, à l'époque, ministère bien précédent, on réfléchissait à l'élaboration d'un schéma directeur de l'Île-de-France et notamment aussi à ces problématiques d'harmonisation des réglementations. On avait fait tout un travail de sensibilisation, on avait élaboré une plaquette de communication très bien faite à l'époque, et je vois que les choses n'ont pas véritablement changé, mais le problème n'est-il pas en fait un problème finalement de pouvoir de police qui appartient justement au maire, et que chaque maire est fortement attaché à son pouvoir et n'est pas prêt à le laisser filer, ou en tout cas s'accorder sur le pouvoir de ses différents voisins. Oui, dont acte. Merci. J'ajoute tout de même que nous avons eu 3 révolutions intercommunales depuis 1999, 2010 et puis 2014 et 2015, que les compétences des intercommunalités ont quand même été renforcées sur tout un tas de champs. Emploi, développement économique, transport également, et que par conséquent la question de l'intégration et du travail aux intercommunalités, vous connaissez tous la problématique du débat sur le plan local d'urbanisme intercommunal, va nécessiter qu'on se pose ces questions-là à une échelle déjà plus haute. Donc je pense que le terrain aujourd'hui permet davantage d'aborder ces questions, y compris d'ailleurs parce que la question du développement urbain et toutes les erreurs qu'on a pu faire par le passé, qu'il s'agisse de miter le territoire, on voit bien par exemple dans le schéma directeur de la région Île-de-France la volonté de construire 70 000 logements par an, plutôt de les faire dans les centres urbains et dans les secteurs où on est adossé à des gares. On commence quand même à avoir des convictions partagées à l'échelle régionale, y compris d'ailleurs sur le rééquilibrage emploi-logement. Donc c'est peut-être le bon moment pour remettre un petit peu le travail sur l'ouvrage. Merci, monsieur le maire, monsieur le député, monsieur le directeur. Merci à tous. Merci à Harry des Rumeurs Publiques pour ce livret que je vous invite à lire, dans lequel la région PACA n'est pas présente. Vous auriez dû livrer votre texte à l'heure.
Problème logistique sans doute. Merci à tous. Bonne conférence, bon débat.